Salut la team, c'est le retour du YouTube Game. Je suis de retour avec le livre d'Anthony Robbins, Pouvoir illimité. Livre très très lourd avec beaucoup de contenu sur la PNL, sur la réussite. J'ai pas tout mind mappé en fait, parce que ça parle beaucoup de PNL. Il y a des choses qui étaient redondantes avec ce que j'avais déjà, dont ce que j'avais déjà mind mappé sur les livres de Richard Bandler ou les livres sur l'hypnose ericksonienne. Donc je me suis limité à ce qui vraiment sortait du lot. Bah, je me suis limité vraiment au ce que je pense être les pépites de ce livre. Enfin moi, ce qui m'a marqué. Voilà, donc je l'ai mind mappé en plusieurs branches. Vous voyez, ça parle beaucoup de réussite, comment réussir. La première branche, c'est les 7 mécanismes de la réussite. Donc vous voyez, il y a le premier mécanisme, c'est la passion. Il explique que les meilleurs moyens de réussir, c'est de travailler dans un domaine qui nous passionne. C'est vraiment d'avoir un projet qui nous passionne. C'est parce que là, on comptera pas les heures. Enfin voilà, vous voyez, quand vous êtes passionné quelque chose, vous le faites. Et puis même si ça rapporte rien au début, voilà, enfin, l'argent est secondaire, c'est vraiment le projet, l'argent, le temps, en fait, tout passe après le projet, donc c'est un moteur énorme. Il parle ensuite de la conviction. C'est important d'avoir des convictions. Il faut croire en ce qu'on fait. Il prend vraiment l'exemple des religieux qui ont la foi, qui sont animés par la foi, et à quel point ça peut être un moteur pour eux aussi. Donc voilà, la conviction. La stratégie, il explique que ça sert à rien d'envoyer des coups d'épée dans l'eau, dans tous les sens. Il faut vraiment être focus. Il faut pas se disperser. Bien définir un plan. La guerre se gagne dans les plans, comme disait Sun Tzu dans l'art de la guerre. Donc voilà, la stratégie est extrêmement importante pour pas se disperser et pour mener à bien son projet. Il parle ensuite des valeurs, extrêmement important. Ça va être très compliqué de réussir si vous êtes pas, si ce que vous faites n'est pas aligné avec vos valeurs. Donc voilà, bien penser à l'alignement avec les valeurs. Il parle ensuite de l'énergie, extrêmement important, d'être en forme, d'avoir une bonne énergie. Ça pour le coup, c'est l'essence, quoi. Tout ce qui avance, ça compose votre moteur. Mais ça, l'énergie, il dit, c'est vraiment le carburant de la réussite. Sans énergie, si on est nonchalant, c'est mort, c'est mort, c'est raté d'avance, c'est perdu d'avance. Ensuite, il parle du fait de créer des liens. C'est important de savoir créer du lien et avec les bonnes personnes. Voilà, on avance beaucoup mieux en groupe. Donc c'est important, la force du groupe, c'est important de créer du lien. Et la communication, bah oui, la communication, c'est ce qui va faire toutes nos interactions, nos stratégies de communication, notre façon de communiquer, ça va vraiment jouer sur notre réussite ou non. Donc important, voilà les 7 mécanismes de base de la réussite. On passe aussi, ensuite à 7 croyances aidantes pour réussir. Donc ces croyances aidantes, elles sont ici. La première, c'est qu'un événement arrive toujours pour une raison précise et toujours utile. Alors là, il prend un exemple assez fort, c'est une Américaine qui a eu un accident de voiture et qui s'est retrouvée un grave accident et qui s'est retrouvée en fauteuil roulant. Et cette femme, elle a développé du coup une société. Elle s'est rendue compte que les fauteuils roulants n'étaient pas du tout adaptés, enfin étaient mal adaptés aux personnes handicapées. Elle a vraiment justement, elle a trouvé les bonnes personnes, elle a monté une équipe et elle a fait une société qui fait des fauteuils mieux adaptés aux handicapés. Et elle est devenue millionnaire, cette femme. Donc voilà. Alors qu'avant, elle était professeure, je crois. Elle était professeure dans une école. Et elle est donc pas du tout entrepreneuse, pas du tout. Et après son accident, elle a monté sa boîte et est devenue millionnaire. Donc voilà, je dis pas, si moi j'avais le choix entre garder mes jambes ou devenir millionnaire, le choix est vite fait, je garde mes jambes. Mais c'est pas dans ce sens-là qu'il faut le voir. C'est dans le sens, un événement a toujours une raison précise et peut toujours être utile. Vous pouvez toujours le retourner pour continuer à avancer et pour continuer à réussir. Là, je pense que c'est un bel exemple. Voilà. Ensuite, la deuxième branche, donc c'est qu'il n'y a pas d'échec. J'ai mis no failure, just result. C'est ma punchline. Il n'y a jamais d'échec. Il y a que du résultat. Il y a que du feedback. Il y a que de la donnée à emmagasiner, même quand vous échouez. Voilà, que de l'information, que de la prise d'information. Voilà, zéro échec. Donc, il prend l'exemple de Mark Twain qui a beaucoup échoué et qui voilà, qui au final a réussi, mais qui a réussi sur le tard. Voilà, il a eu énormément d'échecs dans sa vie. Et il prend aussi l'exemple d'Edison je sais pas, si c'est peut-être du storytelling, mais il nous explique qu'Edison aurait raté 9999 fois l'ampoule avant de réussir. C'est au 10 millième essai qu'il a réussi. Voilà. Parce qu'à chaque fois, il a pris du feedback à chaque échec pour améliorer le truc.
Donc ensuite, assumer les responsabilités, donc assumer les responsabilités aussi en cas de réussite, important. Enfin, quand des bonnes choses que vous faites, c'est bien d'en assumer la responsabilité, c'est bien ça vous permet de vous gratifier, mais aussi assumer la responsabilité de ce qui ne va pas, de ce qui n'a pas été, justement, bah pour pouvoir changer de comportement, pour pouvoir vous améliorer, pour voilà, prendre le feedback nécessaire à ça, mais pour ça, il faut en assumer les responsabilités, il faut pas se cacher, dire, moi, c'est la faute des autres, c'est la faute du système, etc. Tout comprendre n'est pas utile. Voilà, il explique qu'on n'a pas besoin de tout comprendre dans un domaine pour pouvoir l'utiliser. Voilà, on prend ce qu'on a besoin, on le met en place, et si on aura besoin d'autres choses après, ben on pourra toujours continuer à s'améliorer, continuer à apprendre dans le domaine qui nous intéresse. Donc voilà, il faut pas attendre de tout comprendre pour se lancer. Il faut se lancer quand on a compris ce qu'on a besoin. L'humain est notre plus grande ressource, important. Donc là, il explique que l'humain est vraiment au cœur et la plus grande ressource d'un projet, ça va être les humains qui la composent, important, et pas voilà le matériel, tout ça, tout le reste est secondaire. Le travail est un jeu, donc là il prend l'exemple de Picasso, qui en fait quand il peint, il explique Picasso qu'il est plus en forme une fois qu'il a fait une peinture, que c'est le moment où il se sent le mieux quand il peint, et qu'en fait lui c'est quand il peut pas peindre, quand il doit aller à un dîner, quand il reçoit des amis, ça le fatigue en fait, alors que le fait de peindre, ça le met dans un état où il se sent vraiment dans une grande énergie. Donc voilà, trouvez votre jeu et trouvez le jeu qui vous ressourcera. La réussite, donc là, pas de réussite durable sans engagement important. Il explique on peut réussir sur le court terme. Par contre, si on veut que ça tienne sur le long terme, il va falloir vraiment s'engager à 100% dans ce qu'on fait. Voilà pour les sept croyances aidantes. Ensuite, on passe à la formule magique pour développer un talent. Et ouais, là, on sort on sort de neurosciences, on sort de la PNL, on arrive dans la magie. La formule magique, c'est le veut que qui vivi qui que. Et ouais, ça, c'est la formule de ouf, la formule magique. Vous dit-il a pété les plombs? Non, je vais tout vous expliquer tout de suite. Donc, en fait, le V, c'est pour visuel, le K, c'est pour kinesthésique, le I, c'est pour interne et le E, c'est pour externe. C'est toute une série d'étapes quand vous voulez, en quelque sorte, développer un talent en observant quelqu'un qui est en train d'exécuter ce talent. Et donc, on est à fond dans les neurosciences et la PNL puisque ça va parler visualisation et neurones miroirs. L'idée, c'est de visualiser la personne. Vous êtes en visualisation externe, vous la regardez faire le mouvement. Pendant qu'elle fait le mouvement, votre corps vous reproduit brièvement, vous faites des petits mouvements, vous voyez, on l'a tous fait ça quand vous essayez vous regardez quelqu'un danser ou faire un mouvement en sport et vous faites un peu le petit mouvement sur le côté, vous voyez. Donc en le refaisant, hop, vous l'intégrez, donc vous passez de kinesthésie externe à kinesthésie interne, la mémoire de votre corps va se rappeler de la série de mouvements. Ensuite, vous allez revisualiser la personne, refaire le mouvement comme elle a fait le mouvement, comme vous l'avez vu tout à l'heure, mais cette fois-ci en visualisation interne, vous allez revoir la scène. Et ensuite, vous allez vous visualiser vous, mais en état dissocié, faire le mouvement, donc vous voir de l'extérieur en train de réaliser exactement le même mouvement que la personne que vous avez vu faire. Et ensuite, une fois que vous visualisez, vous imaginez vraiment en train de refaire le mouvement. Vous passez donc en kinesthésie interne, votre corps emmagasine le mouvement en vous voyant faire, et ensuite vous allez reproduire réellement le mouvement, le refaire, et donc recommencer jusqu'à ce que vous ayez parfaitement intégré le mouvement. Voilà. Donc ça c'est la petite formule de visualisation en utilisant les neurones miroirs euh, pour imprimer un mouvement, pour imprimer un talent. Voilà. Et pour réussir. Ensuite, la stratégie d'un individu, ça, on en parle beaucoup dans la PNL, mais là, je trouvais que c'était bien détaillé par Anthony Robbins. C'est les mouvements des yeux. On en parle énormément, donc les mouvements des yeux pour savoir si une personne est plus visuelle, plus auditive, plus kinesthésique. Donc voilà, on lui demande de se rappeler d'un événement et on voit, en lui posant une série de questions, si elle regarde en haut, c'est du visuel, au milieu, alors c'est d'un côté ou de l'autre, hein, bien évidemment, la personne ne va pas loucher. Elle est en auditif. Si elle est en bas à droite, c'est du kinesthésique. En bas à gauche, c'est de l'auditif logique. Elle est en dialogue interne à ce moment-là. Elle se parle à elle-même. Voilà. Alors, il y a droite et gauche. À gauche, c'est du construit.
Donc c'est ce qui va faire appel à sa... En fait, elle va créer. On pourrait dire c'est par exemple utilisé par la police pour détecter quelqu'un qui ment. Quand elle regarde à gauche, elle va être dans le construit. Et à droite, c'est du remémorer, c'est vraiment des souvenirs. Ça, c'est pareil, il faut calibrer la personne en lui demandant d'imaginer des choses, en lui demandant de se rappeler des choses. Parce qu'il y a certaines personnes, il y a certains gauchers où c'est inversé, mais pas que les gauchers, il y a aussi d'autres gens. Donc la majorité des gens, ça va être dans ce schéma-là, mais c'est bien de recalibrer la personne quand vous voulez vraiment connaître cette stratégie, en lui posant une série de questions, rappelle-toi de ci, essaye d'imaginer ça, et vous allez bien voir comment la personne regarde. La branche d'après, c'est pour se définir, c'est donc pour définir des objectifs. Donc c'est un processus en 4 étapes. Le premier, c'est définir l'objectif exact le plus précis possible, vraiment pour le voir. Ensuite, avec les données sensorielles, donc voilà, jouer vraiment sur le VACOG. Vous voyez, je l'ai remis là, viser. Et voilà, qu'est-ce qu'on voit, si on réussit cet objectif, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, les sensations qu'on va ressentir, etc. Travailler sur les états ensuite, donc voir notre objectif, voir le point de départ actuellement, là où on en est, et voir les différences. Pour voir vraiment où taper, qu'est-ce qui actuellement est déjà au niveau de l'objectif et qu'est-ce qui ne l'est pas, voir voilà le travail. Et ensuite le test, donc voir, essayer de voir vraiment, est-ce qu'une fois que j'aurai atteint cet objectif, enfin est-ce qu'une fois que j'ai atteint l'objectif tel que je l'ai défini, j'ai vraiment ce que je désire ou pas, et donc retravailler sur l'objectif et revoir, ou alors peut-être qu'on l'a pas vraiment atteint. Voilà, voir à la fin si on a vraiment obtenu ce qu'on désire. Ensuite, la dernière branche, c'est sur le fait de résoudre des problèmes. Puisque là, on était dans l'objectif et là, on va être plus dans le problème, plus dans le métaprogramme qui nous pollue. Donc, on va identifier, on va identifier c'est la partie de nous qui nous fait faire ce métaprogramme qui nous pollue, ce comportement. On va identifier la partie de nous qui nous fait faire ce comportement. On va communiquer avec elle. On va connaître son intention, essayer de savoir son intention, pourquoi elle fait ça, en fait, quel est son but réel derrière ce comportement, et on va lui proposer plusieurs comportements alternatifs qui pourraient répondre à cette intention, mais qui ne seraient pas nocifs pour nous. Donc elle va choisir parmi ces comportements celle qu'elle préfère, elle va donc accepter l'acceptation, la partie va accepter le comportement un des comportements qu'on lui propose, et on va tester l'écologie, voir si ce nouveau comportement répond bien à l'intention et est bien écologique pour nous. Voilà, donc là c'est vraiment dans une optique de remplacer un comportement négatif par un comportement qui sera plus écologique pour nous, mais sans supprimer l'intention de ce comportement. Ça peut être par exemple pour arrêter de fumer, arrêter de boire, se coucher plus tôt, enfin arrêter de se coucher, les insomnies, ou je sais pas, passer la soirée devant la télé, enfin bref, vraiment, voilà, l'idée c'est ça, un comportement que vous jugez négatif pour vous, trouver un meilleur comportement. Voilà, voilà la team, je vais m'arrêter là, donc je vous ai détaillé ce livre, et bah je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à bientôt pour un autre mind map. Salut tout le monde!